Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Le Bénin est sommé par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples d'annuler plusieurs réformes constitutionnelles. Une injonction qui donne une nouvelle fois raison à l'opposant en exil, Sébastien Javon, et qui pourrait redistribuer les cartes du jeu politique béninois à l'approche de l'élection présidentielle. Divorce consommé entre la coalition au pouvoir en République démocratique du Congo. La plateforme Cap pour le changement du président Félix Tshisekedi a décidé de s'émanciper du Front commun pour le Congo de Joseph Kabila. Cette collaboration de 2 ans prend fin pour laisser place à l'Union sacrée. Et retour sur l'hommage national rendu au Sénégal à Papa Bouba Diop, ancien international de football. Plusieurs personnalités étaient présentes aux obsèques de ce lion de la Teranga qui a marqué les esprits en inscrivant l'unique but du match d'ouverture France-Sénégal lors de la Coupe du Monde de 2002. Mais tout d'abord, au Sénégal, le verdict est tombé dans le procès des pères de famille poursuivis par la justice pour avoir embarqué leurs enfants sur des pirogues à destination de l'Europe. L'affaire a provoqué une vive émotion et beaucoup d'indignation au Sénégal, tout comme à l'étranger. Les 3 pères de famille jugés pour mise en danger de la vie d'autrui et pour complicité de trafic de migrants ont écopé d'une peine d'1 mois de prison ferme et de 2 ans de prison avec sursis. Rappelons que parmi les parents condamnés, il y avait le père du jeune mineur Doudou Faye, mort en mer fin octobre 2020. La justice sénégalaise lui reproche d'avoir payé 250 000 francs CFA, soit un peu moins de 400 € à des passeurs pour envoyer son fils en Europe afin que ce dernier puisse assouvir son rêve de devenir footballeur. L'État béninois est une nouvelle fois dans le viseur de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette dernière a ordonné le 4 décembre l'annulation de plusieurs réformes constitutionnelles, une décision qui conforte une nouvelle fois l'opposant en exil Sébastien Javon dans sa lutte contre le pouvoir en place. En avril 2020, il avait saisi cette même cour et avait obtenu gain de cause, un sujet de la rédaction. La nouvelle injonction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples donne une nouvelle fois raison à l'opposant Sébastien Javon. L'organe judiciaire chargé de la protection des droits de l'homme en Afrique a ordonné le 4 décembre 2020 à l'État béninois d'annuler plusieurs réformes constitutionnelles à quelques mois de l'élection présidentielle d'avril 2021 pour garantir des élections libres et ouvertes. Une victoire pour l'opposant béninois, exilé en France depuis 2018 et frappé d'inéligibilité, qui avait saisi l'institution panafricaine en novembre 2019 pour violation de son droit à participer à la gestion de son pays. La Cour a également noté que la charte des partis politiques est également contraire à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples. La Cour a indiqué aussi que le code électoral qui a prévu le parrainage est contraire à la Constitution. La Cour a noté également que la justice n'est pas indépendante et a recommandé que l'État prenne les dispositions pour rendre la justice indépendante, pour être impartial dans ses décisions qu'elle aura. L'abrogation de la Constitution de 2019 pour un retour à la loi fondamentale de 1990, ordonnée par la juridiction panafricaine, pourrait redistribuer les cartes du jeu politique béninois à l'heure où l'opposition et la société civile dénoncent le verrouillage des élections par la nouvelle loi électorale. L'application de l'arrêt rendu par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pourrait permettre au Bénin de renouer avec sa réputation d'antan, à savoir son exemplarité en matière de stabilité et de démocratie en Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas de raison pour que l'État ne respecte pas les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le Bénin a ratifié le protocole qui a créé la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et le Bénin a souscrit la déclaration d'acceptation de la compétence de la Cour. Par conséquent, en le faisant, c'est que le Bénin a cédé une partie de sa souveraineté à cette Cour-là. Et l'article 30 du protocole est clair, les décisions de la Cour africaine sont immédiatement exécutoires. Le Bénin a pris la décision en avril 2020 de se retirer du protocole de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, mais ce retrait ne sera effectif qu'à partir de mars 2021. Reste à savoir ce que fera l'État béninois durant ce laps de temps.
En République démocratique du Congo, la fin de la coalition au pouvoir a été actée le 6 décembre par le président Félix Tshisekedi. Ce dernier a décidé de s'émanciper de la majorité parlementaire formée par sa plateforme Cap pour le changement et le Front commun pour le Congo de l'ancien président Joseph Kabila. Après 2 ans de collaboration plutôt difficile, un informateur doit être nommé pour identifier une nouvelle majorité. Le point sur la situation dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Fin de la coalition FCC-Cash au pouvoir en République démocratique du Congo. Une décision annoncée par le chef de l'État Félix Tshisekedi à l'issue des consultations qu'il a initiées dans le but de constituer une union sacrée de la République, autrement dit une nouvelle majorité. Ce sont presque 2 ans de parcours d'ensemble d'une première expérience de passation pacifique du pouvoir qui n'a pas donné de résultats. Pourquoi et comment en est-on arrivé là? Les 2 membres de la coalition, donc je parle de FCC Cash, ne se sont pas bien entendus. L'un commençait à accuser l'autre et du coup le chef de l'État a joué à la victimisation. Vous avez vu sa démarche qui était donc c'est celle d'organiser des consultations populaires. La plateforme politique de Joseph Kabila qui n'a pas voulu se faire consulter parce que d'après cette plateforme de Joseph Kabila, les négociations devaient se passer au sein des institutions. Alors le chef de l'État n'a pas voulu non plus écouter cette démarche-là parce que c'est dans les institutions que se trouvaient les blocages. Autant d'embûches ont émaillé les relations au sein de cette coalition avec en tête Félix Tshisekedi, élu président de la République, et Joseph Kabila à la tête du Front commun pour le Congo, majoritaire au Parlement. D'aucuns, parmi les observateurs, estiment que la fin de la coalition est synonyme de graves zones de turbulence. Le dialogue est toutefois prôné pour résoudre la crise, soutient Koko Nyange, cadre du Front commun pour le Congo. L'avenir est sombre pour notre pays. Et là, je parle à nos députés. Le député FCC, qui est la Constitution existe, qui regarde l'article 110, alinéa dernier, que tout député qui trahit, qui quitte son regroupement ou son parti, il perd son mandat. Je pense que l'avenir de notre pays demeure dans le dialogue. Si le président se met en orgueil, ça ne va pas marcher. Constituée par les partis qui se sont affrontés pendant des années, la coalition FCC-Cash devrait plutôt, estiment certains analystes, être un bel exemple pour la jeune démocratie congolaise. D'autres, par contre, l'ont stigmatisé et qualifié d'un mariage contre nature. Avec ou sans la coalition, la population attendent plutôt de voir le développement intégral de ces pays riches avec une population qui croupit dans la misère. Un débat de haut niveau du Conseil de sécurité de l'ONU s'est tenu le 4 décembre par visioconférence. Une rencontre virtuelle à laquelle le président du Niger, Mamadou Issoufou, aussi président en exercice du G5 Sahel, a participé. Ce dernier a profité de cette occasion afin de plaider pour la mise en place d'un financement plus durable pour la force conjointe du G5 Sahel. Philomène Tiné. Le président nigérien Issoufou Mohamedou a réclamé une aide financière pérenne aux opérations de paix menées par l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies dans le G5 Sahel lors du Conseil de sécurité de l'ONU. Selon lui, cette disposition pourrait permettre à la force conjointe du G5 Sahel de mieux assurer sa mission. Jusqu'à 70% des opérations de paix concernent des pays africains qui appellent à une coordination appropriée entre l'ONU et l'Union africaine. L'Union africaine et l'ONU doivent conjuguer leurs efforts pour mettre en place une solution pérenne de financement pour la force conjointe du G5 Sahel. Selon le Mali, le G5 Sahel aurait souhaité obtenir un mandat beaucoup plus robuste et placé sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies qui crée le cadre dans lequel le Conseil de sécurité peut prendre des mesures dans le cadre du maintien de la paix.
Ce sont des appels qui rentrent évidemment dans un cadre tout à fait légal et légitime. Lorsque nous voyons les tensions budgétaires que la majeure partie des États du G5 Sahel ont connues, c'est donc alors une impérieuse nécessité pour la communauté internationale, notamment les Nations Unies, d'accompagner le G5 Sahel. Les difficultés de financement du G5 Sahel sont parties essentiellement de l'administration américaine avec le président actuel Donald Trump. À noter que les États-Unis opposent jusqu'à présent un refus contre le financement de cette force anti-djihadiste par l'ONU. Ils privilégient la relation bilatérale. Faisant face à la difficulté de mobiliser des ressources, le G5 Sahel reste également confronté à un manque de transparence sur la gestion des fonds. La pandémie de Covid-19 a mis le personnel hospitalier à rude épreuve au Kenya. À la fin du mois de novembre, les fonctionnaires en colère menaçaient de faire grève pour tenter d'apaiser la situation. Le gouvernement kényan a décidé de proposer une assurance tout risque pour les agents les plus exposés. Les explications de Marie-Raphaël Antolo. Le gouvernement kényan s'engage à contribuer à la sécurité sanitaire du personnel public. Le gouvernement a débloqué 6,3 milliards de shillings à la Caisse nationale d'assurance hospitalisation pour fournir un régime médical complet à tous les fonctionnaires, y compris les travailleurs de la santé. L'assurance couvrira non seulement les frais médicaux, mais également l'intégralité des fractures de Covid-19 si un médecin contracte le virus, ainsi que les frais d'immunisation en cas de décès. Les difficultés dans la mise au point d'une assurance maladie au Kenya pour les fonctionnaires de la fonction publique et pour le corps médical sont d'abord d'ordre structurel parce que la mise en place d'un tel système va se heurter aux pratiques qui n'étaient pas préparées et qui n'étaient pas homogènes à une assurance santé. Il faut donc créer une fluidité entre cette assurance et les anciennes pratiques. À la lumière de la deuxième vague ravageuse de la pandémie de coronavirus, les travailleurs de la santé et autres personnels publics ont été exhortés à continuer à offrir leurs services à la nation. Un appel qui a poussé les fonctionnaires à se surpasser tout en s'exposant au virus. Avec l'intention de résoudre les problèmes soulevés par les travailleurs de la santé, le gouvernement s'est engagé à cet effet et appelle donc les syndicats à s'engager avec leurs employés et à délibérer de bonne foi sur leurs griefs en accompagnant le gouvernement dans cette voie. Les soins de santé sont devenus tellement chers du fait de la cherté des médicaments, du fait de la cherté des soins dans les structures sanitaires appropriées et du fait de l'amortissement des équipements performants dans le domaine médical qui demandent des financements assez élevés. Alors, pour atténuer, au moins contrôler les dépenses des ménages en matière de santé, il est important de mettre en place un système de santé pour que les soins de santé ne soient pas supportés par l'individu malade, mais que les soins de santé soient supportés par la communauté. Une équipe technique composée de fonctionnaires du ministère du Travail et de représentants de l'Union nationale kenyane des infirmiers et l'Union kenyane de cliniciens a également été mise en place pour assurer le suivi des fonctionnaires. Les hommages se multiplient au Sénégal après la disparition le 29 novembre du footballeur international Papa Bouba Diop, décédé à 42 ans des suites de la maladie de Charcot. Plusieurs personnalités, dont le président Macky Sall, ont assisté à ses obsèques. L'ex-milieu de terrain a été décoré à titre posthume, un sujet de José Douglas. Après l'Argentin Diego Maradona, l'ex-lion de la Teranga, Papa Bouba Diop nous a quittés trop tôt pour certains à cause de la maladie de Charcot, maladie touchant les neurones moteurs et les cellules nerveuses. Mais retour sur ce joueur qui a marqué les esprits et en présence de nombreuses personnalités, le président Macky Sall lui a rendu un vibrant hommage. La perte est immense pour la nation, mais si courte qu'elle fut, ta vie a été utile à ta nation. Nous te serons éternellement reconnaissants. Papa Bouba Diop a reçu la médaille de l'Ordre national du Lion, attribuée par le président Macky Sall
Eladji Diouf, son coéquipier à la fois au RC Lens et en sélection nationale, partageant avec lui l'aventure qui a mené les Lions de la Teranga jusqu'en quart de finale du Mondial 2002. Et il a lu un discours dans lequel il disait « Ce joueur de classe mondiale, cet homme de devoir a marqué son époque, accompli avec dignité sa mission sur terre. Nous, la génération 2002 et celles qui ont suivi, saluons la mémoire d'un vrai lion. » L'ex-milieu de terrain comptait plus de 60 sélections avec le Sénégal. En 2002, il avait notamment inscrit le seul but de la confrontation de Coupe du Monde, resté dans les mémoires opposant la France et les Lions de la Teranga. Et Papa Bouba Diop partageait ce souvenir avec son fils. Écoutez ce qu'il disait. Oui, mon fils me le montre souvent. Il est fier de son père, donc il en parle. Quand il discute avec ses copains, il montre la vidéo en disant que son papa a marqué contre la France, contre Zidane, Henry, tout ça. C'est quelque chose quand même. On a fait l'exploit. Passé par Fulham et Portsmouth, Diop a également laissé de très bons souvenirs à Lens, où il a joué de 2001 à 2004. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.